Pas de bon à rien autorisé à Noël cette année, alors nous n'aurons que ta sœur et sa famille, a ricané mon père. 2 semaines plus tard, le bon à rien qu'ils avaient renié accueillait tout le monde dans son chalet de montagne à 7,5 millions d'euros. Devinez quel Noël a été gâché? Salut Reddit. Moi, Silu, 35 ans, je n'aurais jamais pensé être le genre de personne à poster ici. Mais disons que le Noël dernier a complètement bouleversé ma vie, de la meilleure façon qui soit. Je ne suis pas là pour me vanter ou chercher la pitié, juste pour vous raconter ce qui arrive quand l'enfant invisible arrête enfin d'attendre une invitation et construit sa propre table à la place. Accrochez-vous, ça devient intéressant. Mon téléphone a vibré juste après le lever du soleil, l'écran s'illuminant avec le nom de mon père. On fait un petit Noël cette année. Pas de bon à rien, donc il n'y aura que ta sœur et sa famille. J'ai fixé le message une seconde, l'ai relu 2 fois, puis j'ai tapé en retour, compris. Amusez-vous bien. Court, poli, civilisé. Le genre de réponse qui dit « je m'en fiche », alors qu'en réalité, ça frappe comme un coup de poing lent dans les côtes. J'ai posé le téléphone sur le comptoir de la cuisine et j'ai laissé le silence s'installer. Même schéma, année différente. Marcy et sa vie parfaite, la star de la famille depuis le premier jour, et moi, le personnage secondaire qu'ils oubliaient sans cesse d'inclure dans la scène. La première fois que ça m'a frappé, j'avais 13 ans. Je venais de gagner un concours régional de robotique, j'avais construit une machine qui pouvait déplacer des blocs par commande vocale. Basique, mais pour un adolescent dans un garage, c'était un miracle. Je suis entré en courant dans le salon, le certificat dans une main, de la graisse encore sur les doigts, le cœur battant comme si j'avais percé le secret de la NASA. Papa a à peine levé les yeux de son journal. C'est bien, Silu. Le solo de Marcy s'est très bien passé hier soir. Sa professeure a dit qu'elle pourrait un jour auditionner pour Juillard. Maman a eu le souffle coupé comme s'il venait d'annoncer la paix dans le monde. Oh, il faut qu'on l'enregistre pour son portfolio. Mon certificat a fini sous une pile de factures sur le comptoir, où il est resté jusqu'à ce que je le jette moi-même. Puis il y a eu le drone. Je l'avais construit de toutes pièces en utilisant des pièces de vieux jouets télécommandés. Je l'avais programmé pour planer et répondre à des commandes de base. Je pensais que peut-être, juste peut-être, cela les impressionnerait enfin. J'ai appelé maman dans le jardin. Elle l'a regardé décoller, a cligné des yeux une fois, et a dit « Chouette, Silu ». Puis, sans perdre une seconde, elle a ajouté « Oh, l'équipe de débat de Marcy s'est qualifiée pour les championnats nationaux. On prend l'avion pour aller la voir. » Celui-là a fait mal. Pas parce que je voulais des éloges, mais parce que cela confirmait ce que je savais déjà. Marcy pouvait éternuer et il l'écrirait dans le bulletin familial. Je pouvais inventer la téléportation, et il me demanderait de faire moins de bruit pendant qu'elle répétait ses gammes. Mais l'épisode qui s'est gravé dans ma mémoire est arrivé un peu plus tard. J'étais dans le garage à tester un autre de mes projets ridicules, comme papa aimait les appeler. Un petit robot à roues qui pouvait suivre des signaux lumineux. J'avais des câbles partout sur le sol, une demi-douzaine de LED clignotants de différentes couleurs. Marcy est entrée, faisant défiler son téléphone, portant une de ses écharpes surdimensionnées qu'elle adorait. Je lui ai dit de faire attention. Elle n'a même pas baissé les yeux, a simplement traversé et a trébuché sur un fil. L'instant d'après, elle hurlait, se tenant la cheville. Papa est arrivé en courant comme si je lui avais tiré dessus. « Mais qu'est-ce que tu fous, Silu » a-t-il crié. Je lui avais dit de faire attention où elle mettait les pieds. Tu aurais pu la tuer. Regarde-moi ce bazar. Des câbles partout, des outils sur le sol. Maman est apparue ensuite, dramatique comme toujours. On l'emmène aux urgences. Tu arrêtes avec ces bêtises. Tu me comprends? C'était un accident, ai-je essayé de dire. Ça n'avait pas d'importance. Ils étaient déjà dans la voiture. Ce soir-là, papa est entré dans ma chambre avec une boîte en carton. Donne-moi ça. Je l'ai regardé, confus. Quoi? Tes affaires. Toutes. Les outils, les gadgets, les fils. Tu peux te ridiculiser autant que tu veux en dehors de cette maison, mais tu restes loin de ta sœur. Il est reparti avec mon équipement comme si c'était de la contrebande. Ils m'ont aussi coupé mon argent de poche après ça. Ils ont dit que ça m'apprendrait peut-être le sens des responsabilités. Marcy a eu une nouvelle paire de bottes de créateur 2 jours plus tard pour lui remonter le moral.
Après ça, j'ai arrêté de construire pendant un certain temps. Chaque fois que j'essayais de commencer quelque chose de nouveau, j'entendais la voix de papa dans ma tête. Tu peux te ridiculiser autant que tu veux. Alors, j'ai arrêté de risquer le ridicule. J'ai étudié en silence, gardé mes idées pour moi, et appris très tôt que la curiosité avait un prix. Des années plus tard, quand j'ai finalement été accepté à Caltech, j'ai pensé que ça changerait tout. Ça n'a rien changé. Ils m'ont félicité comme si j'avais gagné à la loterie. Marcy se préparait pour une autre performance de sa chorale. Et maman a dit, on viendra te voir quand les choses se calmeront. Elles ne se sont jamais calmées. J'ai repris le téléphone, fixant ma réponse. C'est comme ça que j'ai survécu à leur version de l'amour familial. Faire comme si ça ne faisait pas mal, et peut-être qu'un jour, ça ne ferait plus mal. J'ai eu un sourire narquois. Le genre de sourire qui cache des années de ressentiment silencieux. Joyeux Noël, Marcy, ai-je marmonné. J'espère que ton projecteur brille assez fort pour nous deux. L'adolescence a été rude. J'avais l'impression d'essayer de construire quelque chose pendant que ma famille agissait comme si j'assemblais des déchets. Quand j'ai été admis à Caltech, j'ai pensé que ça changerait enfin la donne. Qu'il dirait peut-être, waouh, Silu, c'est incroyable. Nous sommes fiers de toi. Non. Papa a juste dit, c'est loin de la maison, hein. Tu es sûr de tout ce truc d'informatique? Maman a ajouté, la remise des diplômes de l'école de droit de ta sœur tombe la même semaine. On devra voir pour venir te rendre visite. Ils ne sont jamais venus. Pendant ce temps, Marcy a envoyé un SMS, félicitations, frérot. J'imagine que tu vas devenir un hacker ou un truc du genre maintenant. MDR, c'était tout. L'université était brutale. Tout le monde autour de moi avait des plans B, des relations, des parents qui s'en souciaient vraiment. Mon plan B, c'était la soupe en conserve. J'appelais parfois à la maison, mais la plupart du temps, ils étaient occupés avec les événements de Marcy. Les championnats nationaux de débat, une nouvelle promotion, l'organisation de sa fête de fiançailles. Ma mère parlait plus des fleurs que de mes examens finaux. Puis est venu le mariage, ce cirque. 300 personnes, un quatuor à cordes, des lustres si brillants qu'on pouvait y voir son reflet. Le fiancé de Marcy, Anthony, était l'un de ces types qui portent des boutons de manchette au petit déjeuner. Il m'a à peine regardé. Je pensais que j'aurais au moins le droit d'être à ses côtés en tant que garçon d'honneur, vous savez, en tant que frère, mais non. Anthony avait ses frères de fraternité, ses cousins, même son entraîneur de crosse du lycée. On m'a tendu une lampe de poche. Papa a dit, tu es doué avec les fils. Rends-toi utile. Aide le technicien lumière. C'est ce que j'ai fait. J'ai passé la majeure partie de la soirée à ramper sous les tables et à vérifier les prises pendant que Marcy flottait dans sa robe comme une reine. De temps en temps, quelqu'un disait, vous devez être si fiers, et mes parents souriaient comme si c'était eux qui se mariaient. Quand elle a fait son discours, maman a pleuré. Papa a pris des vidéos sous tous les angles. Quand j'ai dit au revoir ce soir-là, il parlait déjà des destinations de lune de miel avec les parents d'Anthony. Je doute qu'ils aient même remarqué mon départ. La seule personne qui a pris la peine de me parler vraiment était l'oncle Ray, le frère cadet de mon père. Il est l'opposé de mes parents. Calme, sarcastique d'une manière amusante. Il écoute vraiment quand on lui parle. Il m'a pris à part après la cérémonie, m'a tendu une bière. Je n'en voulais même pas, mais j'ai apprécié le geste. Il a dit, ne le prends pas personnellement, gamin. Ils ont toujours été comme ça. Ce n'est pas toi le problème. Ils pensent juste que ce qui est bruyant est synonyme de succès. Ce n'était pas grand-chose, mais ça m'est resté. Il m'a parlé comme à une personne, pas comme à un accessoire de fond dans le spectacle de Marcy. Après ça, j'ai gardé mes distances. Fête, anniversaire, peu importe. Tout se mélangeait. Les appels sont devenus plus courts. Je leur envoyais toujours des nouvelles, mais c'était surtout le silence de leur côté. J'ai appris que si je ne parlais pas de Marcy, la conversation mourrait en moins d'une minute. Un Thanksgiving, pendant ma 3e année, j'étais à court d'argent. J'avais travaillé à temps partiel à réparer des ordinateurs dans les dortoirs, mais le loyer venait de manger mon dernier salaire. Les vols étaient chers, alors j'ai ravalé ma fierté et j'ai appelé à la maison. Salut, les vols sont chers cette année. Vous pensez que vous pourriez m'aider un peu pour que je puisse rentrer pour Thanksgiving?
Maman est restée silencieuse. Puis papa a pris le téléphone. Ne t'en fais pas pour ça, Silu. Que tu viennes ou non ne changera pas grand-chose. On se verra à Noël, peut-être. Ils l'ont dit comme s'ils me rendaient service, m'épargnant la peine. Je suis resté assis sur mon lit de dortoir, tenant le téléphone comme un idiot. D'accord, ai-je finalement dit. Ouais, bien sûr. C'est logique. Quand Thanksgiving est arrivé, les dortoirs étaient presque vides. Juste moi, un étudiant international au bout du couloir, et le bruit du distributeur automatique qui bourdonnait dans le salon. J'ai acheté des nouilles au micro-ondes au magasin du campus et je les ai mangées devant mon ordinateur portable. J'ai fait défiler Facebook. Ils étaient là. Maman, papa, Marcy, Anthony, et leur table de fête sophistiquée. Puis la sortie, dinde dorée, une légende du genre, la famille, c'est tout. J'ai ri à voix haute. Pas le genre de rire drôle. Le genre qu'on fait quand on a la poitrine serrée et qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Ce n'est pas que j'attendais grand-chose, mais la prise de conscience a été plus dure que je ne le pensais. Je n'étais pas seulement oublié. J'étais optionnel, comme une fonctionnalité secondaire qu'ils pouvaient activer ou désactiver selon la saison. Plus tard dans la nuit, j'ai ouvert un de mes fichiers de projet, j'ai bidouillé du code, et je me suis dit qu'un jour, je ferais quelque chose de grand. Pas pour leur montrer, juste pour savoir que j'en étais capable. Parce que, assis là avec ses ramen instantanés bas de gamme, à regarder mes parents, la famille, c'est tout, posé pour des photos sans même remarquer le siège vide à table. C'est là que j'ai compris. Je n'étais pas invisible par accident. C'est comme ça qu'ils le voulaient. Après Caltech, j'ai déménagé à Chicago avec une valise, un ordinateur portable qui s'éteignait s'il n'était pas branché, et une lettre d'offre qui payait moins que ce que Marcy dépensait probablement pour une coupe de cheveux. L'entreprise était une petite société de cybersécurité en centre-ville. Ils aimaient dire que c'était un environnement dynamique, ce qui signifiait en réalité que vous alliez y vivre et oublier que les week-ends existaient. Le travail en lui-même n'était pas mauvais. Je gérais des systèmes de pare-feu, des correctifs réseau, des trucs ennuyeux mais essentiels. J'étais le type qu'on appelait quand quelque chose tombait en panne. Et bizarrement, ça tombait toujours en panne. Je passais des nuits blanches à réparer des serveurs pendant que mon manager s'attribuait le mérite des rapports. Quand les primes sont arrivées, il en a eu une. Moi, j'ai eu droit à un « continue comme ça ». Après 3 ans à trimer, à arriver tôt, à rester tard, à apprendre chaque système par cœur, j'ai finalement réalisé que le calcul n'était pas bon. Chaque fiche de paie ressemblait à une insulte. Alors, en 2016, j'ai démissionné. Je me souviens être assis dans mon T2, regardant mon email de démission et pensant, bon, c'est parti. J'ai lancé ma propre entreprise, Centria, depuis mon salon. J'avais un bureau, une machine à café qui semblait à l'agonie, et le genre de motivation qui vous rend un peu stupide. Les premiers mois ont été chaotiques. Je rencontrais des clients dans des cafés, parfois dans des halls d'hôtel parce que je n'avais pas de bureau. Je construisais des systèmes de sécurité pour de petites entreprises, des commerces de proximité, des cliniques, des startups. Je codais 14 heures par jour, mangeant à peine, essayant de donner l'impression que je ne gérais pas tout ça en solo. Pendant un certain temps, ça a fonctionné. L'argent rentrait au compte-gouttes. J'ai même commencé à penser que cela pourrait être le début de quelque chose de grand. Puis un contrat a mal tourné. Un client a prétendu que ma mise à jour de sécurité avait cassé son système de paiement. Ils ont cessé de payer et ont menacé de me poursuivre en justice. Ce client a fait boule de neige, et 3 autres ont exigé des remboursements que je ne pouvais pas me permettre. Mes factures se sont accumulées. Mon loyer était en retard. Et d'un coup, je suis passé de jeune entrepreneur à un type qui risquait de perdre son ordinateur portable à cause des recouvrements. J'ai appelé mes parents. Erreur numéro 1. Maman a répondu, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Silu, tu aurais vraiment dû y réfléchir. Les entreprises, c'est risqué, tu sais. Oui, merci, maman. J'avais compris, ai-je dit, en essayant de garder un ton calme. J'ai juste besoin d'un petit prêt. Je te le rembourserai dans quelques mois. Papa a pris le téléphone. Pourquoi ne te trouves-tu pas un vrai travail? Le cabinet de Marcy marche très bien. Elle a choisi quelque chose de stable. Je me suis frotté la tempe. Je n'ai pas demandé de conseil de carrière, papa.
Juste un prêt à court terme. Tu as fait tes choix, a-t-il dit. Il est temps de vivre avec. C'était la fin de cette conversation. Alors, j'ai appelé Marcy. Elle était avocate à l'époque. Du moins, elle aimait le rappeler aux gens. Je me suis dit qu'elle pourrait peut-être m'orienter. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Bruit de bureau animé en arrière-plan. Silu. Salut, quoi de neuf? Besoin d'aide juridique? Oui, en quelque sorte. Un client m'attaque pour rupture de contrat. J'ai juste besoin. Elle m'a coupé en riant. Waouh, déjà poursuivi en justice. Ça n'a pas traîné, hein? Ouais, hilarant, ai-je dit d'un ton plat. Tu peux m'aider ou pas? Pas, a-t-elle dit. Et aussi, ne m'appelle pas pour ce genre de truc. J'ai de vrais clients, moi. Puis elle a raccroché. J'ai fixé mon téléphone pendant une bonne minute, luttant contre l'envie de le jeter. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre d'une agence de recouvrement et un avertissement de mon propriétaire. Cette nuit-là, je suis resté assis dans mon appartement, entouré de tasses de café vides et de contrats imprimés, pensant que j'avais peut-être vraiment fichu en l'air toute ma vie. Il me restait un numéro à essayer. Oncle Ray. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Silu, mon garçon, qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que tu as avalé une pile. J'ai tout foiré, Ray, ai-je dit. L'entreprise coule. Je suis fauché. J'ai un client qui menace de me poursuivre, et mes parents pensent que je suis une blague ambulante. Il est resté silencieux une seconde. Puis il a dit, tu n'es pas foutu. Tu es juste en avance. Tout le monde s'écrase avant de savoir comment atterrir. Je ne savais même pas quoi dire. Je n'étais pas habitué à ce que quelqu'un ne m'enfonce pas. Il a demandé les détails. Chaque ligne du contrat, chaque stupide erreur que j'avais faite. Puis il m'a dit, j'ai un ami qui est avocat. Vieille école, pas cher, mais bon. Je vais lui demander de t'appeler. Et, Silu? Ouais. N'abandonne pas. Tu as un cerveau, gamin. Tu as juste besoin de meilleures personnes autour de toi. Je vais te virer un peu d'argent pour que tu gardes les lumières allumées. J'ai failli lui dire non, mais quand on vit de snacks de distributeur, la fierté ne paie pas le loyer. L'argent est arrivé sur mon compte le lendemain matin, assez pour respirer. L'avocat a géré la plainte, a réglé l'affaire discrètement. Quand j'ai appelé Ray pour le remercier, il a dit, maintenant que c'est réglé, arrête de perdre ton temps à t'apitoyer sur ton sort. J'ai quelques contacts qui pourraient vraiment apprécier ce que tu sais faire. Laisse-moi passer quelques appels. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un ne me disait pas que j'étais une déception. Au cours des 6 mois suivants, j'ai reconstruit ce qui restait de ma vie, vendu mon ancien matériel, fermé officiellement Centria et commencé à aider l'un des contacts de Ray sur de petits contrats de sécurité. Ce n'était pas glamour, mais c'était quelque chose. Chaque fois que je lui envoyais un rapport d'avancement, Ray répondait quelque chose comme « Je te l'avais dit, gamin. Continue de bosser. Tu n'as pas encore fini. » Et pour la première fois depuis que j'étais un enfant tenant ce stupide certificat de robotique, je l'ai vraiment cru. L'année suivante, les contacts de Ray m'ont aidé à décrocher un poste de directeur dans une entreprise de sécurité de taille moyenne en périphérie de Chicago. Ce n'était pas prestigieux, mais c'était solide. Je gérais une petite équipe, m'occupais des systèmes des clients et apprenais comment fonctionnait une vraie entreprise. Pas seulement le code, mais le côté moche. Les budgets, les contrats, les clients qui voulaient l'impossible hier. Je travaillais comme un forcené. Premier arrivé, dernier parti, vivant de caféine et de plats à emporter. Chaque fois que quelque chose tournait mal, je le réparais. Chaque fois que quelqu'un d'autre paniquait, j'intervenais. En un an, mon patron m'appelait le « nettoyeur ». Ça ne me dérangeait pas nettoyer les dégâts des autres payait mieux que de faire les miens. Mais j'ai commencé à remarquer quelque chose. Les dirigeants n'étaient pas à moitié aussi intelligents qu'ils le pensaient. Ils passaient des réunions à débattre des palettes de couleurs pendant que je colmatais de vraies failles de sécurité. Ils vendaient des solutions coûteuses qui fonctionnaient à peine, puis se félicitaient de la rentabilité de ces failles. Je gardais le silence, mais ça me dérangeait. 3 ans plus tard, vers 2020, après une réunion particulièrement stupide où un vice-président a suggéré de gérer une fuite de données en la supprimant simplement, j'en ai eu assez. Je suis rentré chez moi,
j'ai tapé ma démission, j'ai cliqué sur « Envoyer » et je n'ai même pas attendu de réponse. Ce soir-là, j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur portable et je l'ai nommé « ShieldPass ». Je voulais quelque chose de plus intelligent, de plus propre, de vraiment infaillible. Un système que les petits hôpitaux et les détaillants pourraient s'offrir sans avoir besoin d'un budget de la NASA. C'était insensé. Je n'avais aucun financement, aucun filet de sécurité, juste une pile d'idées et la voix de Ray dans ma tête qui disait « Ne te retiens pas cette fois ». Alors, je ne me suis pas retenu. J'ai loué un petit bureau au-dessus d'un vieux garage. Le sol grinçait, le chauffage cliquetait, et Internet tombait en panne si quelqu'un n'éternuait trop fort en bas. Je m'en fichais. J'ai apporté mes tours d'ordinateur, quelques vieux serveurs et un bureau que j'avais trouvé sur le bon coin. Mon alimentation se résumait à de la soupe en conserve et des plats instantanés bon marché. Mon rythme de sommeil était inexistant. Chaque jour, j'écrivais du code jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Je testais, je cassais des choses, je les reconstruisais. J'ai commencé à me réveiller par terre avec la marque du clavier sur le visage. J'étais tellement absorbé que j'ai à peine remarqué la batterie de mon téléphone mourir à cause des appels ignorés. 6 mois plus tard, j'avais la première version fonctionnelle. Ce n'était pas joli, mais c'était rapide et c'était sécurisé. J'ai envoyé quelques démos. J'ai reçu des réponses polies du type « Nous allons examiner cela ». Rien de prometteur pour l'instant, mais c'était un début. Puis l'incendie a eu lieu. C'était un jeudi soir. J'étais en train de déboguer un module pour un test client quand les lumières ont vacillé. J'ai pensé que le réseau électrique faisait encore des siennes. 5 minutes plus tard, l'air sentait le plastique brûlé. Je me suis retourné et j'ai vu de la fumée s'échapper d'une des multiprises près du mur du fond. Merde. Pas maintenant, me suis-je crié en courant. J'ai arraché la prise, mais c'était trop tard. La prise grésillait et les flammes commençaient à lécher le placoplâtre. J'ai attrapé l'extincteur le plus proche, tiré la goupille et pulvérisé jusqu'à ce que l'engin ne crache plus que de l'air. Ce n'était pas suffisant. J'ai couru vers la porte, mais c'est là que ça m'a frappé. Les serveurs. Tout ce que j'avais construit était sur ces disques. Des mois de travail. Mon cerveau me disait de fuir, mais mes jambes sont allées dans l'autre sens. J'ai enroulé mon sweat à capuche autour de ma bouche, suis retourné à l'intérieur et j'ai débranché l'unité principale. La fumée était assez épaisse pour me piquer les yeux. J'ai laissé tomber la moitié de l'équipement, trébuché sur une boîte, atterri lourdement sur mon poignet. Une douleur fulgurante a parcouru mon bras. Le temps que je sorte en titubant, toussant comme un idiot, les pompiers arrivaient déjà. Je suis resté là sur le trottoir, regardant l'endroit brûlé. Le bureau dans lequel j'avais investi ma vie se transformait en boue noire devant moi. Quand tout fut terminé, un des pompiers est venu me voir. Une assurance? Oui, ai-je dit automatiquement. Mais plus tard, j'apprendrai que ma police ne couvrait pas les pannes électriques dues à un câblage défectueux. En gros, j'étais foutu. Cette nuit-là, je suis resté assis dans ma voiture, fixant le matériel que j'avais réussi à sortir. Un écran à moitié fondu, une tour grillée et un serveur qui semblait avoir traversé une zone de guerre. Pendant une seconde, j'ai pensé à tout abandonner. Peut-être que mes parents avaient raison. Peut-être que j'étais juste programmé pour la déception. Puis j'ai reçu un texto de Ray. J'ai entendu pour l'incendie. Tu vas bien? Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il a répondu 2 minutes plus tard, donne-moi un jour. J'ai un type qui pourrait peut-être aider. Le lendemain matin, il a appelé. Un vieil ami à moi, ingénieur système à la retraite. Un peu ermite, mais cet homme peut récupérer des données comme personne. Je lui ai dit que tu valais le coup. J'ai conduit 2 heures jusqu'à une petite ville où vivait ce type. Il avait l'air de ne pas avoir vu la lumière du jour depuis une décennie, mais il a fait de la magie. Il a pris mes disques endommagés, les a branchés à son installation digne de Frankenstein et a dit « Donne-moi une semaine ». 5 jours plus tard, il a appelé. « Je n'ai pas tout récupéré », a-t-il dit quand je suis arrivé. Mais assez. Je l'ai ramené chez moi, l'ai branché et j'ai fixé le code. La moitié avait disparu, mais le cœur était là. J'ai reconstruit le reste de mémoire et à partir de notes. J'ai travaillé jour et nuit. Sans distraction, sans sommeil, juste une concentration brute. 3 mois plus tard, ShieldPass n'était pas seulement de retour. Il était plus rapide,
plus fort, plus intelligent. L'incendie ne l'avait pas tué. Il avait éliminé les parties faibles. Un mois plus tard, j'ai reçu un email d'une chaîne d'hôpitaux à qui j'avais fait une proposition des mois auparavant. Ils voulaient parler de contrat. Puis un autre d'un groupe de vente au détail. Quand j'ai vu l'accord signé arriver, je suis resté assis là à le fixer, ne sachant même pas comment réagir. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Ray. Il a répondu avec son sarcasme habituel. On dirait quelqu'un qui vient soit de gagner au loto, soit de se faire arrêter. Je l'ai eu, Ray, ai-je dit, la voix tremblante. Le contrat est réel. Il a fait une pause d'une seconde, puis a ri. Alors fonce, gamin. Ne te retiens pas cette fois. Je n'avais pas l'intention de le faire. Le premier contrat avec l'hôpital a ouvert la porte, et en 6 mois, Shilpas n'était plus un projet parallèle. C'était une entreprise à part entière. Le bouche-à-oreille s'est répandu rapidement dans le secteur. Les hôpitaux se le recommandaient, les détaillants appelaient, même de petites administrations voulaient en être. Soudain, je prenais l'avion chaque semaine, pour des présentations, des réparations, du développement. J'en suis arrivé au point où j'ai dû embaucher des gens juste pour garder ma boîte de réception sous contrôle. Mon premier employé était un jeune nommé Adam. Nerveux, vif, il me rappelait moi-même avant que je n'aie ses cernes permanents sous les yeux. Puis sont venus 3 autres, puis 10. Avant que je ne m'en rende compte, je dirigeais une véritable équipe. Nous avons quitté ma location incendiée pour un vrai bureau. Propre cette fois, le genre où le sol ne grince pas et où le Wi-Fi ne coupe pas chaque fois que quelqu'un tire la chasse d'eau. J'ai acheté de vrais bureaux, de vraies chaises, même un bar à snack. Je plaisantais en disant que c'était la chose la plus corpo que j'ai jamais faite. La croissance était ridicule. Quelques administrations ont commencé à tester Shilpas dans des programmes pilotes. Les hôpitaux se le recommandaient les uns aux autres et les chaînes de vente au détail voulaient un meilleur cryptage pour les données clients. Shilpas se propageait rapidement et chaque nouveau contrat semblait irréel. Mes parents, bien sûr, n'en avaient aucune idée. Je n'en parlais pas. C'était plus drôle comme ça. Le soir, je regardais la liste croissante de clients et je pensais, alors, c'est ça que ça fait d'être celui qu'ils ne peuvent plus ignorer. 2 hivers plus tard, la grosse offre est arrivée. Un conglomérat de cybersécurité, le genre qui avale les petites entreprises comme des apéritifs, m'a contacté. Il voulait acheter Shilpas, purement et simplement, pour 46 millions d'euros. Au début, j'ai cru à une blague. J'ai relu l'email 4 fois avant de le transmettre à mon avocat. Il a confirmé que c'était sérieux. Lorsque l'accord a été conclu, j'étais assis dans la salle de conférence au mur de verre, fixant les derniers papiers. Les signatures semblaient fausses, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Tout le monde me serrait la main, me félicitait, et j'essayais juste de digérer le fait que je n'étais plus fauché. Je n'étais plus un moins que rien. Avant de signer, j'ai appelé l'oncle Ray. Ray, ai-je dit. Je vais te faire rire. Il a grogné. Si c'est encore une de tes blagues de sécurité, épargne-moi. Non, ai-je dit en souriant. Tu te souviens quand tu as dit que je finirais par savoir comment atterrir après m'être écrasé? Ouais. Tu avais raison. Shilpas est en train d'être racheté. Pour 46 millions. Silence, puis un long sifflement. Eh bien, merde, gamin. Je m'attendais à une bonne nouvelle, pas à une annonce digne d'un méchant de James Bond. J'ai ri. Tu m'as maintenu à flot quand tout le monde m'a laissé tomber. Je n'ai pas oublié. J'ai déjà mis une part de côté pour toi. Après la clôture de l'accord, tu auras ta part. Tu es officiellement mon partenaire dans ce bazar. Silu, c'est ton argent. C'est notre argent, les jeux coupés. Tu m'as soutenu quand personne d'autre ne l'a fait. Tu l'as mérité. Pour une fois, il n'a pas eu de répartie. Il a juste dit, tu es un homme bien, gamin, de cette voix bourrue qui semblait allergique aux compliments. Quand j'ai quitté cette réunion, je n'ai pas fait la fête. Je ne suis pas allé acheter des voitures ou organiser des soirées. Je suis rentré chez moi, je me suis assis sur le canapé et j'ai fixé l'application de ma banque comme si elle se moquait de moi. 46 millions d'euros. On pourrait penser que je me serais senti invincible. Au lieu de cela, je me sentais étrangement calme à l'intérieur. Une semaine plus tard, j'ai acheté un chalet pentouse à flanc de montagne dans le Colorado. C'était à mi-hauteur d'une montagne,
tout en verre et en bois sombre, le genre d'endroit où le silence a un poids. Des baies vitrées allant du sol au plafond qui donnaient sur une vallée saupoudrée de neige. Je ne l'ai pas acheté pour frimer. Je l'ai acheté parce que je voulais de l'espace, le genre que ma famille ne m'a jamais donné. J'ai tout conçu moi-même. J'ai choisi les meubles, les lumières, même les finitions de quincaillerie. Ce n'était pas chic pour l'apparence. C'était efficace, intelligent, épuré. J'ai engagé une gestionnaire de propriété nommée Ila, une ancienne directrice des opérations hôtelières. Très organisée, pas de chichi. Elle gérait l'endroit mieux que la plupart des PDG. Chaque matin, je me tenais près de ses fenêtres, un café à la main, regardant la neige s'accumuler et le brouillard glisser entre les arbres. C'était l'exact opposé de mon ancien appartement. Calme, paisible, serein. Pour la première fois, je pouvais m'entendre penser. La vie semblait stable. Le travail était solide, l'argent n'était plus un problème, et Ray et moi parlions presque tous les jours. La transition de l'entreprise s'est déroulée sans heurts, et j'avais assez d'investissement pour être à l'aise pour toujours. Tous ces événements ont mené au jour du texto de Noël, on fait un petit Noël cette année. Pas de bon à rien, donc il n'y aura que ta sœur et sa famille. Même ton, même schéma, comme si j'étais un collègue qu'ils excluaient poliment d'un déjeuner de groupe. J'ai ri à voix haute cette fois, pas amèrement, juste ce rire court et sec qui vient quand on réalise que certaines personnes ne changent jamais. Je me souviens m'être tenu près de la fenêtre. Les montagnes semblaient infinies, la neige reflétant chaque parcelle de lumière, comme si le monde était fait de verre. En bas, mon allée serpentait à travers les pins, comme une carte postale. Je suis resté là, tenant mon téléphone, pensant à toutes les années où ils avaient fait ça, à chaque événement, en famille seulement. À chaque désinvitation de dernière minute. Les enfants de Marcy avaient probablement des pulls assortis. Moi, j'avais un SMS. Petit Noël, ai-je marmonné. Ouais, vraiment petit sans la seule personne qui a réellement accompli quelque chose. Je n'étais plus le gamin silencieux qui mendiait leur approbation. Je n'étais plus celui qui réparait les lumières au mariage de Marcy ou qui demandait de l'argent pour un billet d'avion. J'avais construit quelque chose à partir de rien, à partir de cendres et de câblages brûlés, et maintenant j'avais tout ce qu'ils disaient que je ne pourrais jamais avoir. Alors, j'ai posé le téléphone, j'ai pris une autre gorgée de café et j'ai souri à mon reflet dans la fenêtre. S'ils ne voulaient pas de moi à leur table, très bien. Cette année, je construirai la mienne, et je m'assurerai que ce soit une table à laquelle ils ne seraient plus jamais invités. J'ai d'abord appelé l'oncle Ray. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Même voix bourrue. Si tu appelles pour te plaindre de tes parents, fais la queue. Pas cette fois, ai-je dit. J'organise Noël. Chez moi, dans le Colorado. Tu viens? Il a fait une pause d'une demi-seconde. Putain, oui, je viens. J'amènerai Clara et tous ceux qui ne sont pas allergiques à la neige. Parfait, ai-je dit. Amène tout le monde. Ensuite, j'ai appelé tante Suzy, puis des cousins que je n'avais pas vus depuis le lycée, de vieux amis de Caltech. Même quelques-uns de mes premiers employés de Chilpas qui étaient restés pendant les jours difficiles. Chacun d'entre eux a dit oui. Sans hésitation. Les jours suivants ont été chaotiques. J'ai demandé à Ila de s'occuper de la logistique, vol, voiture, chambre. Elle était une machine. Quand elle a eu fini, j'avais une liste complète d'invités, des navettes privées et assez de nourriture prévue pour nourrir une petite armée. La cuisine ressemblait à une émission de cuisine, le genre avec 6 fours et pas assez de gros mots. Le soir de Noël, le chalet était vivant. Des bagages empilés près de la porte, des rires résonnant sur les murs, des gens que je n'avais pas vus depuis des années se serrant dans les bras comme si le temps ne s'était pas écoulé. Oncle Ray est entré le premier, de la neige sur sa veste, souriant comme un enfant. « Gamin », a-t-il dit en regardant autour de lui. « Tu n'as pas tout dit. Cet endroit ressemble à un décor de film. »« Ouais », ai-je dit avec un sourire narquois. Sauf que le scénario est vraiment bon cette fois. Il a ri, m'a frappé dans le dos et a commencé à me présenter à la moitié des parents que je me souvenais à peine. Les enfants de mon cousin couraient partout, glissant sur le parquet. La cheminée rugissait, la musique jouait, et pour une fois, personne ne marchait sur des œufs. Puis le téléphone a commencé à sonner. Un de mes cousins, Marc, a regardé son écran et a dit « c'est ton père. » Réponds, ai-je dit, sachant déjà comment ça allait se passer. Marc a mis le haut-parleur.
Salut, oncle Jerry. Joyeux Noël. Marc, où êtes-vous? On vous attend depuis ce matin. Les enfants de Marcy ouvrent leurs cadeaux. Marc m'a jeté un coup d'œil, souriant à moitié. Oh, on est chez Silu. Dans le Colorado. C'est incroyable ici. Un silence de mort. Puis la voix de papa, sèche. Vous êtes où? Au chalet de Silu, a dit Marc, essayant de ne pas rire. Il a invité tout le monde. Papa a raccroché sans un mot de plus. 2 minutes plus tard, le téléphone d'un autre cousin a sonné. Puis un autre. Maman faisait le tour maintenant. Même question à chaque fois. Même réponse, même raccrochage. Je n'étais pas surpris. C'est le truc avec les gens qui pensent que tout leur est dû. Ils croient que le monde a mal tourné quand il cesse de tourner autour d'eux. Au moment du dîner, il s'était surpassé. Dinde rôtie, jambon glacé, assez de plats d'accompagnement pour nécessiter une deuxième table. L'air sentait le beurre et la cannelle. Les fenêtres brillaient d'une lueur orange provenant du feu. C'était le genre de Noël que j'imaginais quand j'étais enfant en regardant les publicités des fêtes. Vers 20h, on a frappé à la porte. Il a ouvert et, debout là, dans un épais manteau, de la neige dans les cheveux, se tenait Papy Franck. Il a souri en me voyant. J'ai dit à tes parents que j'avais la grippe. J'ai pris l'avion quand même. J'ai ri. Bien sûr que tu l'as fait. Entre, vieux loup. Il est entré, a regardé autour de lui et a simplement sifflé. Sacrée installation, Silu. Tu l'as finalement fait. Il était temps que quelqu'un le remarque, ai-je dit en lui tendant une assiette. Il a fait un clin d'œil. Oh, ils ont remarqué. Fais-moi confiance. Ta mère appelle tout le monde du groupe de l'église pour essayer de comprendre comment tu as réussi ça. Le reste de la nuit a été parfait. Le genre de chaos qui fait du bien. Ray se disputant avec Clara pour savoir qui avait apporté la mauvaise tarte. Quelqu'un a posté des photos en ligne. Noël au chalet de Silu. La vue est démente. En moins d'une heure, elles étaient partout. Ma boîte de réception a explosé de tags, de mentions, de messages privés. Vers 22h, mon téléphone a vibré avec un texto de Marcy. Putain de merde, c'est chez toi, ça? J'ai fixé le message une seconde, puis j'ai tapé en retour, ouais. Un petit Noël cette année. J'ai posé le téléphone et je suis retourné dans le salon. Ray était assis près de la cheminée, un verre de soda à la main, regardant tout le monde rire. Regarde ça, a-t-il dit en faisant un geste. Tu as construit quelque chose de réel, gamin. Pas seulement de l'argent. Ça. Ouais, ai-je dit en m'adossant dans le fauteuil. Et je n'ai même pas eu besoin d'un solo de chorale pour attirer l'attention. Il a gloussé, secouant la tête. Dehors, la neige continuait de tomber, épaisse et silencieuse. À l'intérieur, la pièce était chaude, lumineuse, vivante. J'ai regardé autour de moi. Une famille qui se souciait vraiment. Des amis qui m'avaient vu échouer et qui étaient quand même venus. Des gens qui mangeaient, riaient, vivaient. Pour la première fois, je n'étais pas l'étranger qui regardait de l'extérieur. J'étais celui dont la maison était pleine de gens. Celui qui avait fait de la place pour tout le monde. Et le meilleur dans tout ça, c'est que mes parents étaient assis quelque part, fixant leur téléphone, réalisant que Noël s'était finalement passé sans eux. Le lendemain matin, j'étais encore à moitié endormi quand mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Identifiant de l'appelant, papa. Forcément. J'ai répondu. Bonjour. Bonjour. Sa voix était assez tranchante pour couper du verre. Tu nous as humiliés, Silu. Tout le monde parle de ton petit cirque de Noël. À quoi tu pensais, bon sang? Je me suis assis, me frottant les yeux. Je pensais à passer de belles fêtes avec des gens qui se pointent vraiment. C'était notre Noël, a-t-il hurlé. Tu l'as volé. Tu as invité tout le monde, notre famille, nos amis, sans même nous le dire. Correction, ai-je dit en gardant mon calme. J'ai invité les gens que vous aviez oublié qu'ils existaient. Grosse différence. En arrière-plan, j'entendais maman intervenir. Dramatique comme d'habitude. As-tu la moindre idée de l'image que ça nous donne? Tout le monde a vu ces photos en ligne. Ton chalet, ta fête, même ton grand-père.
Les gens nous appellent pour nous demander pourquoi nous n'étions pas là. J'ai failli rire. Vous voulez dire, chez votre fils bon à rien que vous n'avez pas invité à votre Noël? Ouais, c'est fou. Papa a expiré bruyamment par le nez. Tu sais quoi? Je ne vais pas discuter de ça. Dis-moi juste une chose. Comment as-tu pu te permettre tout ça? Ah, la voilà. La vraie raison de l'appel. Je me suis levé, je me suis approché de la grande fenêtre. La neige tombait encore, les montagnes brillaient dans la lumière du matin. Tout le monde dormait encore. Tu te souviens de Shilpas, ai-je dit nonchalamment. Ouais, a-t-il dit. Ton truc de technologie. Quoi? Je l'ai vendu, ai-je dit. Pour 46 millions. Silence. Pendant 10 bonnes secondes. Puis la voix de maman, tremblante et aiguë. Quoi? 46 quoi? Millions, ai-je répété. Avec un M, papa a émis un son d'étouffement. Tu plaisantes. Non, ai-je dit. C'est réel. Tu pourrais le chercher sur Google, si jamais tu cherchais autre chose que le cabinet d'avocats de Marcy. Ils ont commencé à parler en même temps, leurs voix se bousculant. Le choc se transformant en quelque chose de plus laid. Maman a été la première à le dire. Nous sommes ta famille, Silu. Cet argent, il nous appartient à tous, d'une certaine manière. Pardon? Eh bien, nous t'avons soutenu pendant tes études, pendant tes... J'ai ri. Soutenu? Vous voulez dire les années où vous m'avez ignoré, m'avez dit de trouver un vrai travail et m'avez exclu de toutes les fêtes? Ce genre de soutien. Ne sois pas ridicule, a dit papa. Nous sommes toujours tes parents. Tu ne serais même pas là où tu es sans nous. À ce moment précis, Papy Franck est entré dans la cuisine, en robe de chambre et tenant une tasse. Qui fait tout ce boucan si tôt? Je lui ai fait signe de s'approcher. Tu vas adorer ça, ai-je dit en mettant le téléphone sur haut-parleur. La voix de maman est sortie, forte et claire. Silu, écoute. On ne demande pas grand-chose, juste quelque chose d'équitable. Une part familiale. Papy a posé sa tasse et s'est penché sur le téléphone. Vous avez un sacré culot, vous deux, a-t-il grogné. Papa, a dit mon père, surpris. Oh, ne m'appelle pas papa, a hurlé Papy. Vous avez ignoré ce garçon pendant des années, l'avez traité comme un raté, et maintenant vous pleurez parce qu'il a finalement fait quelque chose sans vous. Vous devriez avoir honte. Maman a commencé à bafouiller. Nous voulions juste. Et Marcy, a coupé Papy. Si tu écoutes ces bêtises, tu devrais aussi avoir honte. Comme par hasard, une autre voix s'est jointe à la conversation. Marcy. Papy, s'il te plaît. Ce n'est pas comme ça. Notre Noël avait l'air triste comparé au sien. Tout le monde nous demandait pourquoi nous n'étions pas invités. La prochaine fois, a dit Papy, sa voix sèche mais ferme, traitez-le comme un membre de la famille avant de vous plaindre d'être mis de côté. Personne n'a dit un mot après ça. On pouvait pratiquement entendre leur fierté se fissurer à travers le haut-parleur. Puis papa a marmonné quelque chose sur le fait de reparler plus tard et a raccroché. Papy s'est adossé à sa chaise, souriant. Ça fait du bien. Mieux que le café, ai-je dit. Il a gloussé. Ils s'en remettront, ou pas. Quoi qu'il en soit, tu es libéré de leurs bêtises maintenant. Et il avait raison. Le reste de la journée a été parfait. La neige dehors était assez épaisse pour une bataille de boules de neige qui a duré 1 heure. Ray et moi nous sommes fait détruire par une bande de gamins de 10 ans, mais je m'en fichais. À l'intérieur, la cuisine sentait les pancakes et le café. Ce soir-là, je me suis assis près du feu avec Papy. Il a fixé les flammes et a dit, tu sais, je pense que tu as enfin trouvé les tiens. Ouais, ai-je dit doucement. Ça m'a pris assez de temps. Il a levé sa tasse. Fais en sorte qu'il mérite ton respect, gamin. Tu vaux plus que leur approbation. J'ai hoché la tête. Plus tard, en vérifiant mon téléphone avant de me coucher, il y avait un nouveau message de Marcy. Je suis désolé, Silu. Vraiment. J'ai été jalouse pendant des années. Tu as pris des risques et moi, j'ai juste suivi ce que maman et papa me disaient. Je ne le voyais pas à l'époque. Je le vois maintenant. Je l'ai lu 2 fois, j'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai posé face contre la table de nuit. Pas de réponse.
Dehors, la neige continuait de tomber. Le feu a crépité une fois, puis s'est calmé. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la liberté. J'avais construit quelque chose de réel. Pas pour leur prouver qu'ils avaient tort, mais pour prouver que je pouvais tenir debout sans eux.